Bonjour. L'émission de ce jour sera consacrée à Freud en anglais, c'est-à-dire à la traduction de son œuvre en anglais. Traduction qui fut d'une aide considérable pour la survie de la psychanalyse, rien de moins, en ces temps troublés, c'est peu dire, de la Seconde Guerre mondiale. Pour en parler, nous avons la chance de recevoir Henriette Michaud, qui a consacré à la question plusieurs ouvrages. L'écho de la culture sera consacré à un même point, puisque David Maby nous parlera du film de Matthew Brown, qui s'appelle donc Freud, la dernière confession. Enfin, l'actualité de la psychanalyse. Là, nous aurons le grand bonheur de recevoir notre collègue France Jégu, qui nous parlera de la révision récente de l'édition classique de Freud en anglais, qui est la Standard Edition. Voilà, jingle de transition. Bonjour Henriette Michaud, merci d'être avec nous pour cette émission entièrement consacrée à Freud et à l'œuvre de Freud. Donc vous êtes psychanalyste, membre du cercle freudien et vous avez écrit plusieurs ouvrages qui déchiffrent le lien intime qui unit Freud à la langue anglaise. Alors le premier, Les revenants de la mémoire, Freud et Shakespeare. Bon, on entend dans le titre ce dont il parle. Freud, éditeur, ensuite les almanachs de la psychanalyse. Et ensuite, Freud à Bloomsbury. C'est ce livre dont nous allons nous entretenir aujourd'hui pour ce divan dans le monde. C'est ce livre qui a eu le prix de l'essai de l'Académie française en 2022. Ça mérite d'être souligné. Alors, c'est un livre qui retrace l'itinéraire qui a conduit le couple de James et Alix Strachey à consacrer 20 ans de leur vie à la traduction de l'œuvre de Freud, la célèbre Standard Edition, dont la première sortie éditoriale a eu lieu qu'en 1966. Ils ont commencé en 1946 et vous retracez pour nous l'histoire de leur rencontre avec Freud les années auparavant. Alors, est-ce que pour commencer, vous pouvez nous parler de ce couple improbable d'Alix et James Strachey? D'où viennent-ils? Qui sont-ils? Alors, Alix et James Strachey sont effectivement un couple un peu improbable, anglais et issus au fond d'une bourgeoisie intellectuelle, tous les deux, chacun dans leur style. Et surtout, James est issu d'une famille Strachey qui est extrêmement intellectuelle, une des plus grandes familles intellectuelles anglaises depuis le temps de Shakespeare. Et donc, ce sont des gens qui parlaient le plus bel anglais d'Angleterre, finalement. Et c'est une famille que Freud connaissait déjà, avant que Alix et James se connaissent. Freud le connaissait parce qu'il lisait son frère, qui était historien, Lytton Strachey. Et donc, il va y avoir cette rencontre entre James et Freud, et elle ne se fait pas sans Alix. C'est-à-dire qu'on peut dire, moi je l'avance vraiment, que c'est grâce à Alix qu'il est allé
que James est allé à Vienne pour se faire psychanalyser. Elle avait très envie de l'épouser. Lui, il avait envie de devenir psychanalyste. Et ils vivaient ensemble d'une manière très moderne depuis 2 ans. Quand elle lui a dit, c'était la sortie de la guerre, il faut absolument qu'on parte. Personne ne veut que te donner du travail. C'est un moment où James cherchait du travail. Les jeunes hommes cherchaient du travail après la guerre et n'en trouvaient pas parce que leurs parents ne leur trouvaient plus de travaux. Et elle était à un âge, 27, 28 ans, où il était absolument grand temps de se marier et elle ne le voulait absolument pas. Sauf avec un grand jeune homme qui était encore plus grand qu'elle, c'est-à-dire il faisait 2 mètres et elle 1,85 m. Et très donc, grand, et c'était vraiment très grand. Elle, son père était un Indien des plaines américain, donc elle faisait tache dans le tableau, et elle ne voulait absolument pas d'un mari qui lui aurait dit ce qu'il fallait faire. Donc là, et c'est frappant d'ailleurs, parce que pendant qu'ils sont à Vienne, James va en analyse tous les jours, c'est pas que ça se faisait à l'époque, elle erre dans la ville et très vite elle s'embête un peu, voire elle déprime, Freud en entend parler et l'invite à venir la voir, voilà. À venir le voir, c'est quand même sens, alors qu'il ne donnait pas des rendez-vous comme ça. Oui, tout à fait. Mais il voulait garder son traducteur, il voulait garder James. Et puis, il aimait bien Alix, en fait, cette jeune femme très, très étonnante, aussi par sa manière de s'habiller, de se comporter. Ça l'intéressait, Freud aussi. Et puis, elle avait été anorexique parce qu'elle a payé un prix très lourd au fait qu'elle ne voulait pas se comporter comme une femme de l'époque victorienne. Et donc, elle a eu une anorexie et une dépression très grave. Et là, à Vienne, à un moment, elle a effectivement un épisode de tachycardie, d'angoisse. Et donc, Freud dit, oh, mais vous inquiétez pas, je vais m'occuper d'elle, parce qu'une jeune femme qui arrive comme ça d'Angleterre, j'en ai pour 3 semaines, quoi. Vous inquiétez pas, je vais voir. Et effectivement, elle va mieux. Et puis lui se dit, mais je peux quand même pas la prendre sur mon divan, puis j'ai pas vraiment de place. Mais il les accueille tous les deux. Je crois que ce qu'on peut dire, ce premier accueil a été extraordinaire. Alors, pour James, ça a été évidemment la rencontre avec Freud à travers l'analyse, à travers le transfert, un transfert réciproque très très fort qui s'entend dans les lettres que James écrit à son frère Lytton. Et Alix, elle était très attachée à Lytton et elle était très attachée à Freud, même si elle est moins rentrée dans l'aventure analytique. Mais c'était un couple donc qui se connaissait assez peu et qui s'est marié pour pouvoir aller à Vienne. Et puis ensuite, ils sont restés 5 ans. Elle est moins entrée dans l'aventure analytique au sens clinique, mais seulement au sens de la traduction. Elle a vraiment épousé l'œuvre de Freud de façon sensationnelle. La couverture de votre livre, d'ailleurs, est formidable. C'est vraiment un beau couple. On peut montrer ça pour nos spectateurs. Voilà ce que c'est qu'un beau couple. Chacun avec son livre. Hein? Ouais. On ne se tient pas par la main, mais on tient un livre en main. Ouais. Et comme ça, voilà comment un couple dure. Et on se parle. D'ailleurs, peut-être qu'on peut juste revenir là-dessus. C'est que finalement, c'est Bloomsbury qui arrivait auprès de Freud à travers ce couple. Tout à fait. Hein? Tout à fait. Oui. Et aussi par la marge. C'est des habits de Virginia Woolf. Et on comprend plus tard que Leonard Woolf sera le traducteur de Freud par l'entremise de cette amitié. C'est ça. C'est-à-dire le sous-titre de mon livre, qui est « Alix et James, passeurs de Freud en langue anglaise », c'est très précisément ça. C'est-à-dire que la psychanalyse est devenue il y avait une nécessité de passer en langue anglaise, et James est arrivé là exactement au bon moment. Et avec ce nom de Strachey, avec sa volonté, avec son intelligence très très grande, sa langue anglaise somptueuse que Freud a adorée, et puis cette femme aussi auquel il s'est attaché. Donc, il y a eu... Qui est assez excentrique. Oui, oui. Qui est assez excentrique. Alors, c'est très touchant comment vous décrivez la rencontre et l'accueil de Freud. Comment il y a une négociation des prix, parce que à la fois Freud a besoin de gagner sa vie et en même temps
James n'est pas très riche, donc il y a une négociation, puis Freud laisse la place, se débrouille pour faire une place ensuite à Alix. Et puis, quelque chose de très touchant aussi, quand vous dites qu'il marmonnait, James marmonnait, et que Freud râlait, parce qu'il avait du mal. En allemand, il disait, ils sont mundfaul, ils sont paresseux de la bouche. Because they sort of talk like that, you're not supposed to understand what you have. Et lui, pendant des heures, tous les jours, il voulait comprendre, et même les Anglais, j'allais dire les Anglais normaux, comprenaient mal l'anglais de Cambridge. C'est parce que c'était vraiment une sorte d'accent qu'il cultivait. Hein. Et donc, ce qui est frappant, c'est un couple littéraire. Oui. Votre livre vraiment insiste beaucoup là-dessus. Comme je disais, y compris la photo de couverture, c'est ça. C'est un couple littéraire qui vient au secours de la psychanalyse. Oui. Si on avait entendu Jones, le bon Jones, pour traduire l'œuvre de Freud en anglais, on a l'impression, d'après votre livre, qu'on attendrait toujours. Il n'aurait pas accepté. C'était pas possible. Voilà. C'est 24 volumes, quand même, oui. aussi. Donc c'était une espèce de tâche. Et au fond, mon idée, ma question de départ pour écrire ce livre, c'était quelles ont été les conditions de possibilité de l'accomplissement d'une œuvre pareille. C'est-à-dire que je suis partie de la Standard en disant qui c'est ce type avec sa femme, puisqu'il y avait marqué Alix et James, des gens que je ne connaissais pas du tout, qui étaient extrêmement discrets, qui n'étaient pas du tout célèbres. Comment est-ce que ça a été possible? Et de fil en aiguille, que ce soit eux. De fil en aiguille, je suis revenue parce que du coup, j'étais dans leur enfance, d'où ils venaient, d'où ils sortaient. Et James, 13e enfant d'une fratrie improbable aussi, où ils partaient tous en Inde, et puis ensuite ils partaient plus en Inde, et puis tout d'un coup, cette mère extraordinaire, d'ailleurs, à ce petit garçon, James, a 48 ans, dont on ne sait pas très très bien quoi faire, elle le garde près de lui, il est dépressif, adolescent, il part en Russie en disant, il fait son testament, il part en Russie en 18, donc il est très mal. Et Alix, qui regarde ce grand dadais depuis un moment, parce que justement, il est éligible comme mari, ou parce qu'il a la bonne taille, au fond, et qu'il dit rien. Il n'est pas du tout... Il est assez léthargique. Il n'était absolument pas macho. Et il était, à part ça, il était drôle, il jouait très bien du piano, je veux dire, il était bourré de qualité, hein, c'était pas... Mais extrêmement discret, alors qu'elle était assez exubérante. Et lui, il est partagé un peu entre deux femmes, mais Alix lui plaît beaucoup, et aussi son côté masculin à Alix, parce que lui, il ne savait pas très très bien de quel côté il allait. Et, masculin, Alix, vous en faites un portrait formidable, c'est qu'on a l'impression de voir Zazie en Angleterre, parce oui, que c'est une femme d'esprit. Oui, c'est une femme d'esprit, mais est-ce que c'est un homme d'esprit ou une femme d'esprit? Enfin, est-ce qu'elle naviguait volontiers quand même? En tout cas, sans elle. James a été essentiel, mais elle aussi, parce que James, à la fin, il était vieux, fatigué, il n'avait plus qu'un œil, plus aucun œil du tout. Et c'est elle qui a porté ça jusqu'au bout. Au début, c'est quelqu'un qui ne se décidait pas. Il avait ce symptôme qui ne se décidait pas. Oui, elle se décidait pour deux. Elle s'est décidée pour deux. Oui, ça, elle savait faire. De toute manière, si on part et qu'on n'est pas marié, on ne nous donnera jamais de chambre. Ça va nous coûter très cher dans les hôtels. On ne peut absolument pas, si on n'est pas marié. Elle a dit, allez... Marions-nous. Allez, marions-nous. Oui, il avait été un peu... Il avait eu quelques rêves homosexuels. C'est-à-dire, il avait été élevé uniquement dans un collège de garçons, avec Rupert Brooke et des gens, enfin je veux dire, uniquement entre garçons, et ensuite il est passé à Cambridge. Le livre le raconte, ils étaient abusés par les professeurs de Cambridge qui leur disaient « venez dimanche à midi dans ma chambre », et ils s'exécutaient. Oui, il y a une scène comme ça. Et donc, il y a des scènes comme ça, et lui, il n'était pas... ça ne se discutait pas, à l'époque. J'ai été très sensible aussi à la langue entre eux, que vous faites passer, ces petits mots qu'ils inventent. Alors, comme ils sont à un moment donné séparés, parce que Alix va continuer son analyse alors que James est rentré à Londres, et ils s'écrivent beaucoup... À Berlin, pardon. Oui. Non, James, là, quand... Oui, James, c'est Alix à Berlin. Le divan d'Abraham, à ce moment-là.
ils inventent des mots entre eux, construits à partir de plusieurs langues. Ils s'écrivent, ils ont une conversation de 300 lettres, hein, donc tous les jours, pendant toute cette année-là. Et c'est vrai que ça a été un trésor pour moi, parce qu'ils se parlaient. Et ils sont tombés amoureux aussi. Avec l'absence aidant, ils se sont rendus compte qu'ils tenaient l'un à l'autre, que l'autre leur manquait. Et ça, c'est une correspondance qui est absolument magnifique, qui a été étudiée et traduite par Kendrick et Meisel, l'un des chercheurs. Je le mentionne parce qu'ils ont passé 5 ans de leur vie, l'un à Berlin, l'autre à Londres, à décrypter tous ces petits mots, toutes ces petites choses, et à faire de merveilleuses notes de bas de page que moi j'ai pillées sans vergogne, parce que je n'aurais pas su retourner à la source à chaque fois de ces choses-là. C'est un rapport à l'écrit, en tout cas. Bon, eh bien, nous allons passer maintenant à notre rubrique suivante, celle de l'écho de la culture. Nous allons recevoir donc David Mabie, qui va nous parler du film de Matthew Brown, Freud, la dernière confession. Jingle. Bonjour David Mabie. Bonjour. Vous êtes psychanalyste à Paris et vous allez nous parler donc du film Freud, la dernière confession. C'est ça. Alors c'est un film qui est sorti en 2023 avec Anthony Hopkins dans le rôle de Freud et Matthew Goode dans le rôle de l'écrivain C.S. Lewis. Le film est tiré d'une pièce de théâtre à succès qui s'intitulait « La question de Dieu ». Lewis et Freud débattent de Dieu, d'amour, de sexe et du sens de la vie. Alors, que raconte ce film, si j'ose dire ? Alors, il s'agit d'une rencontre imaginée entre Freud et l'écrivain C.S. Lewis. C'est lui qui écrira plus tard Le Monde de Narnia. Le film se passe à Londres, dans le cabinet de Freud. Nous sommes le 3 septembre 1939, jour de l'entrée en guerre de l'Angleterre contre l'Allemagne, suite à l'invasion de la Pologne quelques jours auparavant. Les deux hommes vont passer une journée ensemble à discuter à bâtons rompus sur différents sujets. Ils parleront de la question de la croyance en Dieu, de la sexualité ou encore de l'humour. Dans le même temps, Freud ne cesse d'allumer et d'éteindre la radio pour avoir des nouvelles. L'ultimatum posé par l'Angleterre à l'Allemagne prend fin ce jour-là. Et comme le dit Freud dans le film, non sans ironie, il veut savoir s'il va périr sous les balles ou sous les bombes. Alors justement, quel Freud nous dépeint ce film ? Bon, le film nous dépeint un Freud vraiment animé d'un désir de savoir. C'est lui qui a écrit à l'écrivain C.S. Lewis pour lui demander de venir. Et Freud est magistralement incarné par Anthony Hopkins. Interprétation tout en finesse de l'acteur qui montre un Freud à la fois très vivant, curieux, taquin, voire ironique. Mais il y a aussi toute la souffrance physique de Freud, à cause de son cancer de la mâchoire, qui est très présent et qu'on voit à l'écran vraiment. D'ailleurs, on le voit allongé sur son divan, un mouchoir ensanglanté sur la bouche, à attendre la morphine qui ne vient pas. Il faudra même un moment que l'écrivain lui-même retire sa prothèse que Anna Freud appelle le monstre et qu'elle est habituellement la seule à toucher. Surtout ne pas se laisser toucher par des médecins, hein, Freud dit ça. Donc c'est un Freud capable d'autodérision. Alors qu'il peine à ouvrir la bouche, il se moque de lui-même en rappelant l'importance qu'il a donnée au stade oral. Mais c'est aussi un Freud qui se met en question, qui se décrit comme un humble scientifique. Alors cet écrivain-là, à ce moment-là, pourquoi le convoquer ? Oui, alors c'est justement ce qu'a l'air de se demander l'écrivain lui-même, et il faut le dire, les spectateurs avec lui, au début. Oui. Bon, Lewis semble avoir en plus un transfert limité, un peu négatif à Freud. Une fois dans le cabinet, il ne semble pas du tout impressionné par le personnage. Bon, Lewis, lui aussi, est connu. On apprend d'ailleurs dans le film par Anna Freud qu'il est l'apologue du christianisme. Il a une émission de radio pendant la guerre sur ce thème. Et le monde de Narnia est un monde mythique imprégné de christianisme. Tout cela tourne donc autour de la croyance, mais peu autour du transfert.
Le point essentiel pour Freud dans le film, c'est comment un homme intelligent comme Lewis s'est-il mis à croire au mythe de Jésus. Alors, trouve-t-il une réponse à cette question ? Pas tout à fait. La reconversion de Lewis serait due à sa relecture des évangiles. Il se convainc alors que ce n'est pas un mythe, en partie parce que ce n'est pas bien écrit. Et ça fait douloureusement rire Freud. Lewis a relu les évangiles sous l'influence de son ami Tolkien, avec qui il a formé un club littéraire, les Inklings, qui signifie soupçon, avec un jeu de mots en anglais sur ink, qui signifie encre. Si le film n'évoque pas le transfert, il montre quand même l'influence d'un homme sur un autre. Pour ce qui est du rapport de Freud au mythe, le film montre en filigrane les relations de Freud et de sa fille comme un écho au mythe d'Oedipe. La première phrase du film est dite par la voix d'Hitler, qu'on entend à la radio. Elle donne en fait la clé, me semble-t-il, de ce qui travaille Freud dans ce film. Hitler déclare vouloir être un nouveau prophète. On y entend l'exaltation du mythe arien. Donc plus que la religion, c'est la tendance à la croyance des hommes, à leur soumission au pire qui inquiète Freud au plus haut point. Comme il le dit, il n'y a pas moyen d'échapper à la bête, car elle est en chacun de nous. Voilà. Merci David. Bien. Eh bien, merci beaucoup David. Nous allons maintenant reprendre la discussion avec vous, Henriette Michaud. On va peut-être passer maintenant aux questions de traduction, dans le fond, de plus près. James et Alix, vous montrez bien à quel point ils sont attentifs à la précision du signifiant lui-même. Et votre livre, il y a vraiment, c'est un des clous du livre, où James et Alix, une conversation privée, il faut remarquer dans les traductions. Et là, on est dans les années 20, en 1924, quand James est retourné à Londres, et il fait remarquer que les Anglais pensent à traduire le ça par the id. Et James fait remarquer que c'est une traduction désastreuse parce que de id fait penser à de yid, qui veut dire, qui est un mot argotique pour désigner le juif. Et puis il continue, je vous laisse continuer. Oui, c'est vrai que cette correspondance entre James et Alix, qui dure pendant une année, est absolument extraordinaire parce qu'ils travaillent comme des fous, tous les deux, en traduisant, à cette traduction. Mais l'une est à Berlin, l'autre est à Londres, et ils s'envoient les manuscrits. Je t'envoie le F, le G, le B1, etc. Ils se les envoient, ils les relisent, ils se corrigent. Et surtout, il y a un comité qui était un comité de traduction auquel Freud aussi prenait part, un comité de traduction où il discutait de qu'est-ce qu'on va prendre pour les termes psychanalytiques, qu'est-ce qu'on va adopter comme mot. Et il tombe un peu comme en français sur la difficulté du S et donc du ça, du surmoi, du moi, qu'est-ce qu'on va prendre. Et alors, justement, James suggère à Alix, écrit à Alix que Jones a envie de prendre de prendre le it en latin, donc the yid. Et elle dit non mais ils sont fous, ils vont quand même pas ils vont pas l'appeler comme ça, tout le monde va comprendre le mot d'argot. Et finalement ils n'ont pas trouvé autre chose en fait. Il y avait ego, il y avait le surmoi, super ego, et puis ils ont fini par le garder. Mais ce que je voudrais trouver Alix est déchaînée sur cette séquence-là. Oui, mais elle l'est toujours. Oui, mais c'était très drôle. Elle se défoule un petit peu. Ce qui est quand même d'important, c'est de voir que Freud avait absolument une nécessité vitale de faire sortir son œuvre de la langue allemande. Oui, alors est-ce que vous pouvez expliquer ça ? Plus que des termes ou de la terminologie, lui, il disait à James, écrivez du bel anglais, faites de moi un auteur anglais, soyez élégant. Il n'allait pas le pinailler sur des petites choses. Pourquoi ? Parce qu'il était dans une urgence absolument vitale, puisqu'on était en train de tuer la psychanalyse en Allemagne et en Autriche. Je veux dire, là,
On est en 22, mais il a très vite senti, je veux dire, parce que je pense à 33 et aux livres qu'on a brûlés à Francfort et ailleurs, les livres de Freud, mais il disait « Jamais mon œuvre ne va pouvoir survivre », c'est-à-dire la psychanalyse, en Allemagne et en langue allemande. Il faut sortir de la langue allemande. Les Américains sont pas bons. Ils pensent qu'à gagner de l'argent, et puis... Et alors là, il parlait de son neveu. Oui. Enfin, bon, entre autres. Alors, entre autres, son neveu, il voulait bien qu'il lui donne 5 000 $, mais il ne voulait pas lui donner les droits. Donc finalement, Freud s'est très bien débrouillé. Mais avec l'Angleterre, il y avait presque un fantasme anglais de Freud, qui, depuis l'enfance, avait appris l'anglais. Ses demi-frères étaient à Manchester. Il avait passé un été après le Bachot. Il était revenu, donc à 17 ans, il était revenu à Vienne bilingue. Et c'est quelqu'un qui a toujours parlé anglais, ce qui était très rare à l'époque. Les intellectuels traduisaient, ils connaissaient les mots, ils apprenaient les dictionnaires par cœur, mais on ne parlait pas la langue étrangère. Lui, il a toujours parlé, il a toujours lu, il adorait les poètes, et évidemment, plus que tous, il adorait Shakespeare. Et plus que d'adorer Shakespeare, il questionnait Shakespeare, il le mettait à l'épreuve en disant « Comment cet homme a-t-il réussi à atterrir au rivage inconscient, comme ça, par sa poésie, par sa littérature, alors que moi, j'y vais en boitant et j'essaye. » Donc, il avait cette idée que c'était le Dichter qui allait le sauver, et c'était un Dichter anglais. C'était forcément un Anglais. Et voilà qu'au moment où il commençait à écrire énormément à Jones en lui disant « Trouvez-moi des traducteurs, trouvez-moi des traducteurs », Jones dit « Bon, j'en ai un, il n'est pas très bon. Il est peut-être un peu homosexuel, enfin il était terrible, hein, Jones aussi, mais bon, il a envie d'y aller, et puis il dit qu'il viendra accompagner. Et ensuite, il y a cette lettre admirable de James à Freud, hein, justement, en lui disant, ben voilà, moi j'ai vraiment envie d'apprendre la psychanalyse, et je veux bien un peu traduire. Donc, Freud a tout de suite trouvé un vecteur, parce que c'était quand même très difficile, quand on pense à la difficulté de son œuvre, de trouver des gens. Il avait déjà trouvé donc Joan Rivière, qui était une remarquable traductrice, mais qui avait aussi un mari qui est devenu psychanalyste aussi, hein, qui a été une psychanalyste très importante, mais elle ne pouvait pas tout traduire. Et là, surtout, il y a eu cette intuition dont je pense important d'en parler, de James Strachey, en 22, quand il a eu fini donc en 20, 21, 22, il a été sur le divan de Freud quand même 5 fois par jour, hein, et Freud a dit c'est bon. Par semaine. Par semaine, oui, quand même pas. 5 fois par semaine. Et donc, il lui a dit vous pouvez être psychanalyste. Et Alix aussi. Alix qui avait continué son travail, qui avait été aussi sur le divan de Freud, et il écrit à Jones en lui disant Alix, she's good stuff. C'est une bonne étoffe. Essayez de ne pas vous occuper de lui et puis de la laisser tomber elle. Parce qu'elle est très bien, elle est très intelligente. Parce que Jones, il n'aimait pas Alix, évidemment, c'était pas son style. Il faut dire aussi que c'était le moment où la question se posait, est-ce qu'on laisse la psychanalyste simplement au médecin ou pas, enfin... Vous avez tout à fait raison. Mais à ce moment-là, en 22, il s'est joué quelque chose qui était en deçà de cette affaire-là. C'était trouver une édition, que les livres soient édités en Angleterre. Et ça, il avait depuis 1918, Freud avait sa propre maison d'édition, le Verlag, et puis il y avait une petite branche qui s'appelait Press, une petite branche anglaise, dont Ernest Jones s'occupait. Mais bon, ça marchait comme ou ça marchait pas. Et l'intuition, vraiment l'idée géniale de James, c'est de dire, il faut qu'on place l'œuvre de Freud en bonne main. En main anglaise, mais en bonne main, pas des psychanalystes qui font ça quand ils ont le temps. Et donc, il est allé voir la Hogarth Press, il est allé voir Leonard Woolf et Virginia Woolf, qui ne connaissaient pas. Alors, donc, James les connaissait très bien depuis l'enfance, puisque, juste une parenthèse, il était le petit frère du fondateur de Bloomsbury avec Virginia Woolf, qui était Lytton Strachey. Et le grand frère et le petit frère étaient très amis, très proches. C'est presque Lytton qui a élevé James. James était le petit frère, donc à Bloomsbury, il n'a pas été actif autrement, d'une certaine manière, que comme ça, et c'était pas rien de dire je vais aller demander à Leonard Woolf en lui disant regarde, je viens de traduire Massenpsychologie und Ich-Analyse, donc psychologie des masses et analyse du moi. Je veux pas le donner à Jones, ils vont faire n'importe quoi, ils sauront pas le distribuer.
vous avez une jolie petite maison d'édition, est-ce que vous prenez ? Et Virginia a dit, mais qui va lire Freud ? 22. Et lui, il a dit, je prends. J'ai 800 livres à mettre là-dedans. Je prends. Il n'a pas loupé son affaire, puisque finalement, ça a été le début. Il y a eu cette première édition. Il a pris aussi les livres de psychanalyse qui étaient envoyés par tous les Européens, qui ont été traduits donc en anglais, en 22, là on dit 22, 23, 24. Et il y a eu ce moment clé où, en 25, il y a eu les Collected Papers, donc 5 volumes de Freud déjà qui ont été traduits, et qui étaient précurseurs de la Standard Edition, mais qui en fait, la Standard Edition, c'était bien après la mort de Freud. Donc il avait raison, il était dans une urgence à ce moment-là de dire, si ça ne se fait pas maintenant, la psychanalyse, c'est fini. Et les Strachey ont traduit les 5 psychanalystes. Donc. Oui. Il leur a donné, parce qu'il a dit, Freud leur a dit dans les années 20, donc 22, 23, donc Alix a traduit Le Petit Hans, et puis L'Homme au loup, et L'Homme au rat, et Schreiber, c'était James. Et Freud a dit, moi je voudrais que les Anglais voient la psychanalyse par la clinique, et pas par la théorie. C'est-à-dire qu'ils commencent par avoir des exemples de psychanalyse. C'était très, très intelligent, plutôt, même si il avait déjà écrit directement en anglais en 1910, Note on the Unconscious, où il invente d'une certaine manière le mot unconscious, unbewusst, en disant, et c'est extraordinaire parce que dans ce petit mot qu'il écrit directement en anglais, enfin un petit mot de 10 pages quand même, sur qu'est-ce que l'inconscient, il dit « For want of a better word », faute d'un meilleur mot, je dis « inconscient ». Ou BV. Et c'est très étonnant parce que lui-même disait bah oui, c'est pas l'inconscient. Donc vous voyez, il y a eu ça, la conjonction de cet amour de l'Angleterre et de l'anglais, et puis de cette nécessité pour son travail, pour sa jeune science. Et de la passion générale aussi, aussi bien de Freud que de Strachey pour la lettre. Oui. Parce que moi j'ai trouvé votre livre, notamment à la fin. À la lecture, moi j'aime trouver ça touchant, littéralement émouvant. Moi, ça me fait cet affect-là, quand on les voit à deux, dans cette maison perdue dans les bois, lui à moitié aveugle. On a même l'impression que la traduction de Freud l'a fait vivre plus longtemps. Tout à fait. Hein, et tout ça par amour de la lettre. On voit vraiment que ce sont des... C'est de là qu'est venu le salut de la psychanalyse, pas des médecins. Tout à fait. Tout à fait. Donc ça rejoint ce que vous disiez sur le fait que pour Freud, jamais il a pensé que c'était la médecine qui allait sauver la psychanalyse. Et une femme tout de même, parce que tout au long du livre, c'est Freud qui se fend d'une lettre pour convaincre Jones de ne pas oublier Alix, parce qu'il veut absolument la passer aux oubliettes. Oui. Et tout ça est très touchant. Moi, je ne savais pas à quel point Freud avait participé à la traduction au départ. Il y avait un comité. Il y avait un comité. Tous les dimanches, ils se retrouvaient. Voilà. Alors quand James y était, et puis ensuite quand il est rentré en Angleterre, il y avait des navettes, il y avait des allers-retours où on demandait à Freud, donc après 24, 25, parce que il disait est-ce que vous êtes d'accord ? Et en général, quand il était tellement heureux de se lire en anglais, Freud, en plus dans un bel anglais, c'est-à-dire ça a été... Après, on a fait des critiques de cette Standard Edition, mais lui, il avait fait une commande vraiment à Strachey. Il lui a dit, je voudrais que ça soit écrit par un gentleman du 19e siècle, cultivé. Et le gentleman le plus cultivé d'Angleterre, c'était le père de James. Absolument, il n'y avait pas plus cultivé. Donc James, il a dit, ok, je prends. Et il a acheté tout de suite, il a dit, je vais écrire comme moi on m'a appris à lire, à écrire et à penser à Cambridge. Et là, Freud, ils se sont merveilleusement entendus. Il faut reconnaître qu'il y a eu un transfert réciproque qui était quasiment un amour. Entendu en langue anglaise. Oui, absolument. Absolument. Oui. Vous faites passer le goût de Freud pour la langue anglaise. Tout à fait. Oui, on regrette de ne pas être de bons anglophones, c'est vrai. En ce qui me concerne. Et jusqu'au bout, puisqu'en 1939 encore,
Il a écrit, il a parlé à la BBC en anglais, donc on peut entendre les enregistrements au musée Freud à Londres. Et son accent, c'est extraordinaire parce qu'il a pratiquement pas d'accent et on sent qu'il aime cette langue et qu'il aime et qu'il a voulu. Là, c'est peut-être la dernière chose que je voudrais dire absolument, c'est que lorsqu'il a en 1939, donc étant à Londres et mourant, il veut absolument éditer son Moïse, son cher Moïse et le monothéisme, l'éditer à la fois en anglais et en allemand. Et donc, il trouve un éditeur qui dit « Oh, je peux le faire en allemand, mais est-ce que je vais le faire en anglais ?» Ça ne se discute pas. Et je veux que ça soit la même semaine, pour qu'il y ait des Anglais, puis aussi il y aura des Américains. Et voilà, il y a ce détail touchant par rapport à Marie Bonaparte, qui lui a sauvé la vie. Voilà, je voulais justement, je cherchais, nous avons une collègue qui est présidente maintenant de l'école de la cause freudienne, qui a écrit un article, vraiment un très bel article, j'essaie de retrouver c'est dans la revue La cause freudienne, Affect et Passion, le numéro 93, qui s'appelle « Le meilleur ami de l'homme », à propos de justement de la traduction que fait Freud. Voilà. Du texte de Marie Bonaparte qu'elle écrit à propos de son chien. Voilà, Topsy, Chocho au poil d'or. Voilà. Et ça, c'est l'ultime cadeau de Freud à la princesse, qui est quand même extraordinaire. C'est qu'il avait traduit Topsy, Chocho au poil d'or avec Anna, quand ils étaient enfermés avec les nazis qui rôdaient autour, peu avant son départ, pour passer le temps. Et il a demandé à l'éditeur du Moïse, Allard de Lange, il lui a dit « Je veux que vous publiez Topsy et Chocho au poil d'or ». Alors de Lange s'est fait un peu tirer l'oreille en disant « Je ne sais pas si j'ai très envie de publier ce livre sur le chien de la princesse ». Et Freud lui a dit « Pas de Topsy, pas de Moïse ». Eh bien, restons peut-être là-dessus, sur cette note d'amitié à laquelle Freud tenait tant, sachant, dans ces temps sombres, restons sur cette note assez gaie. Alors, merci à vous, Henriette Michaud. Donc, nous allons maintenant recevoir France Jégu pour l'actualité de la psychanalyse, traduire Freud. Nous restons dans le thème. Bonjour France Jégu, nous avons le grand bonheur de vous recevoir aujourd'hui pour nous parler donc de la nouvelle édition de l'œuvre de Freud en anglais. Vous êtes psychanalyste à Paris, membre de l'Association mondiale de psychanalyse. Vos activités sont diverses et innombrables, notamment vous avez donc regardé de près cette dernière édition de Freud. Nous vous écoutons. Alors, oui, un mot, donc, je sais que vous en avez parlé, c'était donc un travail considérable que Strachey a réalisé en établissant la Standard Edition dont vous avez abondamment parlé. Donc, je le rappelle, ça s'étale sur 40 ans et finalement, ça aboutit à une somme de 24 tomes. Et pourtant, c'est une traduction qui sera critiquée en son temps. En France, par exemple, nous sommes en France, je pourrais donner l'exemple de Jean Laplanche que nous connaissons tous et qui est l'auteur avec Jean-Bertrand Pontalis du vocabulaire de la psychanalyse qui est paru en 1967. C'est Jean Laplanche, par exemple, en France, qui va s'élever contre cette Standard Edition. Alors, il n'est pas le seul à formuler ce type de reproche, mais en gros, Laplanche considère que Strachey a abusivement scientisé Freud. C'est ça le reproche principal. Alors, comment est-ce qu'il a abusivement scientisé Freud ? Eh bien, en adoptant un vocabulaire beaucoup plus technique que celui qu'on trouve dans la version originale qui est en allemand, et aussi, par exemple, en employant des termes tirés du grec ancien ou du latin. Donc, à l'été 2024, donc 60 ans plus tard, paraît une édition révisée sous la direction du professeur Mark Solms,
Est-ce à dire que ces reproches étaient fondés? Il y a eu besoin de cette révision. Alors, peut-être un mot d'abord sur le professeur Solms. Donc, il est psychanalyste, il dirige le département de neuropsychologie à l'Institut des neurosciences de l'Université du Cap. Et le professeur Solms a récemment accordé un long entretien à l'une de nos collègues qui s'appelle Peggy Papada. Donc, c'était un entretien en anglais, nous l'avons traduit et nous l'avons publié dans La cause du désir numéro 120, numéro que voici, donc après l'avoir traduit. Alors, pourquoi je mentionne cet entretien? Parce que dans cet entretien, le professeur Solms revient en détail sur les circonstances qui ont présidé donc à cette édition révisée. Et du coup, il en profite un peu pour répondre aux critiques qui étaient adressées par des gens comme Laplanche à la traduction de Strachey. Alors, la première chose qu'il dit, justement, première réponse à ces reproches, il souligne tout d'abord que les historiens de la psychanalyse ont depuis très longtemps, fort longtemps, établi que Freud, de son vivant, suivait avec une attention soutenue les progrès des traductions de Strachey. Et donc, le point de Solms, c'est que finalement, du coup, cette traduction, c'est le fruit d'une collaboration parfaitement étroite, enfin, du temps du vivant de Freud, évidemment, puisqu'il va continuer ensuite, comme vous le disiez, mais du temps de Freud, donc il y a quand même de nombreuses années où Freud suit ses travaux avec beaucoup d'attention. Alors, à chaque fois, par exemple, que la question lui est posée, qu'on demande à Freud, par exemple, est-ce que vous validez la traduction technique de tel terme, est-ce que vous validez, par exemple, l'emploi du grec ancien, etc. À chaque fois, Freud a regardé et il a validé. On sait, par exemple, que Jones, parfois, disait « mais vous êtes sûr, vous voulez pas qu'on mette une note, etc. » Il disait « non, c'est pas la peine. » Donc, c'est dire qu'on a attiré son attention là-dessus et qu'il a tranché à chaque fois. Une autre objection donc du professeur Solms, donc aux critiques de Laplanche & Co., c'est que Freud voulait être pris au sérieux par l'establishment médical anglo-saxon. Solms le dit comme ça, il dit Freud, il considérait que ce qu'il faisait c'était de la science. Et donc l'idée que Strachey aurait exagérément scientisé Freud ne tient pas. C'est donc la deuxième objection. Et la troisième, enfin, la dernière objection du professeur Solms. Et là, du coup, on entre maintenant un peu dans la question des conventions d'écriture entre la littérature scientifique allemande et la littérature scientifique anglaise. Voilà. Eh bien, justement, ces conventions, Solms nous rappelle qu'elles diffèrent grandement, forcément, d'une langue à l'autre. Alors, ce qu'il nous dit, c'est que si on n'a pas recours, par exemple, aux langues anciennes dans la littérature scientifique allemande, c'est précisément parce que en allemand, on emploie des termes descriptifs. Par exemple ? Alors, il donne plein d'exemples dans cet entretien que je citais, mais il y en a un qui est tiré de la chimie et qui me semble particulièrement parlant. Alors, en chimie allemande, nous dit Solms, donc il nous dit, il y a un terme qui s'appelle Wasserstoff. Alors, ça se traduit littéralement, donc si on reste au niveau littéral, ça se traduirait en français par substance d'eau. Voilà comment on pourrait traduire Wasserstoff. En anglais, waterstuff. Bon, c'est très proche. Mais bien entendu, un chimiste français ne dirait jamais substance d'eau et un chimiste anglais ne dirait jamais waterstuff. En anglais et en français, on a un terme consacré, technique et consacré, qui est hydrogène. Voilà. De même, lorsque l'allemand emploie le terme Sauerstoff, qui se traduit là encore littéralement en français par substance acide et Sauerstoff en anglais, eh bien, un chimiste anglais et un chimiste français, ils emploieraient tous les deux le terme d'oxygène. Donc on voit bien une traduction littérale vraiment en français ou en anglais de ces termes aurait été parfaitement ridicule. Et pour autant, Solms a modifié quand même certains termes techniques. Oui, et heureusement d'ailleurs, puisque pour ne donner qu'un seul exemple, c'est un exemple très important et qui était le plus attendu. On attendait qu'il révise ce terme-là. Qu'il révise la traduction de ce terme. Il s'agit du terme allemand Trieb, pulsion en français, que Strachey avait traduit par instinct, le mot instinct en anglais, ce qui est impropre, puisque le mot instinct existe en langue allemande et que justement Freud prend bien soin de distinguer les deux et voilà. Et donc dans la traduction révisée, bien entendu, donc Mark Solms a modifié tout ça et il emploie le terme anglais de drive pour traduire Trieb.
En même temps, je me suis dit que ce faux sens, bon, évidemment, il est regrettable, ce faux sens qu'avait fait Strachey, il est intéressant, cela dit. Pourquoi ? Parce qu'il révèle, évidemment, que Strachey n'avait strictement aucune espèce de formation scientifique, sinon il n'aurait pas fait cette erreur-là, mais il témoigne, ce faux sens, d'une certaine manière, il témoigne du fait que ce sont les qualités littéraires de Strachey qui lui ont valu d'être élu comme traducteur privilégié de Freud. Je crois que vous avez fait allusion à ça, n'est-ce pas ? La langue de Strachey est très belle, et Solms a été très sensible à ça, à cette langue très belle, et il dit finalement il fallait ça pour traduire Freud, dont la langue aussi est très belle. Voilà. C'est ce qui explique donc que Solms ait choisi de réviser la standard et non pas de la refaire. Et non pas de la retraduire, oui, sans doute. Enfin, il s'en explique, hein, il y a tout un tas. Il a trouvé qu'effectivement, par moments, c'était vraiment pas la peine de le faire. Mais il rappelle surtout que traduire, ce n'est pas coller au texte de façon littérale, comme justement, comme Laplanche s'est employé à le faire. Il a essayé de faire ça. Il critique les traductions de Laplanche en disant ça marche pas, en fait. Voilà. Donc traduire, ça n'est pas coller au texte de façon littérale. Traduire, c'est toujours interpréter, dit-il, et il rappelle que c'est en effet ce que nous faisons en plus en analyse. Donc, en effet, cette nouvelle édition est révisée et ça n'est pas une retraduction. Et donc, il y a tout un travail considérable qui a été effectué par Solms et qui justifiait, cela dit, qu'il y ait cette nouvelle publication. Il y a toute la mise à jour de l'appareil critique. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont parues sur Freud depuis Strachey. Et il y a aussi, et ça, il en est très fier, la nouvelle traduction, la parution d'une cinquantaine de textes qui n'avaient pas été traduits par Strachey en son temps. Alors, Solms, du coup, les a traduits, tout en restant fidèle au style de son prédécesseur. Il parle de ça. Il avait à cœur qu'il y ait une continuité entre ce que Strachey avait publié et voilà, que ce ne soit pas tout à fait autre chose. Voilà, il y a cette continuité-là, lui, il l'avait à cœur. Mais donc, il traduit dans le style de Strachey, comme je disais. Et donc, ces nouveaux textes, il y en a qui sont des textes majeurs, par exemple, Vue d'ensemble des névroses de transfert, ou sinon la révision de la psychobiographie du président Wilson qui avait été coécrite par Freud et Bullitt. Mais Solms évoque aussi des textes plus modestes, qu'on ne connaissait pas, et auxquels il donne néanmoins leur importance, puisque, selon lui, ils donnent un éclairage sur des positions de Freud sur des sujets parfois très controversés. Alors, par exemple, sur quelle est la position de Freud par rapport à l'homosexualité, par exemple ? Alors, ça c'est un des points. Évidemment, c'est l'exemple qu'il donne. Freud, on le sait, est régulièrement taxé d'homophobie, et donc Solms évoque dans cet entretien un commentaire, un petit texte, un court commentaire que Freud avait fait sur le cas du professeur Beer à Vienne, lequel professeur Beer avait été jugé coupable d'actes immoraux, d'immoralité, pour avoir eu des relations sexuelles avec un jeune garçon. Alors Freud est très clair ici dans ce commentaire, et il dit deux choses. La première chose, c'est que l'homosexualité n'est ni criminelle ni pathologique. Premier point. Deuxième point, il dit « Beer aurait été tout aussi coupable s'il avait eu des relations sexuelles avec une fillette. Fille ou garçon, dit Freud, peu importe. La pédophilie, c'est criminel. » Donc pour conclure, je dirais, et pour en revenir à cette dimension politique de cette traduction que vous avez évoquée tous les trois ensemble tout à l'heure, je dirais que cette nouvelle édition a une portée tout à fait cruciale pour nous. Celle de réaffirmer, à l'heure où la psychanalyse subit des attaques violentes, réaffirmer donc la valeur d'une discipline qui est adossée à une théorie rigoureuse, une discipline qui a profondément transformé la façon dont nos sociétés comprennent la sexualité, comprennent l'enfance, mais aussi le langage, l'art et le lien social. Merci France. Merci à vous. Très bien, mais nous pouvons peut-être clore cette émission maintenant sur ce que vient de nous dire France, la psychanalyse comme avenir de l'homme. Absolument. Oui.
Merci à vous et nous donnons rendez-vous à nos auditeurs dans une semaine pour une nouvelle émission.